La guerre, au départ, on n'avait pas l'impression que c'était une guerre. C'était tout simplement des terroristes. On ne pouvait pas remettre en cause la présence française en Algérie. C'était impensable. La guerre d'Algérie, il fallait la faire. On ne pouvait pas vivre avec 1 million de personnes qui avaient le pouvoir et 9 millions qui étaient relégués au second rang. C'était pas possible. C'était pas possible. L'Algérie est dans un tournant de l'histoire. Car en Algérie, il y a un problème colonial, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution. Malgré Sétif et sa terrible répression en cette après-guerre, rien n'a vraiment changé en Algérie. Même si certains musulmans, comme Ferhat Abbas, croient toujours en la France et ses promesses d'égalité et de liberté. En 1947, un statut de l'Algérie plutôt libéral est voté par l'Assemblée algérienne. Il soulève bien des espoirs. Vous veillerez, nous veillerons ensemble à une application loyale et libérale de ce statut. Mais pour le parti des grands colons, il y a urgence. Il faut bloquer ce dangereux statut. Alors les autorités françaises vont organiser une élection truquée. Les gros colons, c'est un boulet qu'on traîne, nous, les Français d'Algérie, dans notre réputation. Et il est vrai que ces gros colons dont on parle faisaient un lobbying très puissant sur la politique de la France vis-à-vis de l'Algérie. À la réflexion, je crois que ça ne nous a pas fait beaucoup de bien. L'Algérie tout entière a voté. Les premiers, citoyens français et notables musulmans, où les candidats unis par l'idéal républicain et français sont arrivés en tête. Les autres votant pour le second collège, où les partisans de Messali et de Ferhat Abbas ont essuyé un échec. La raison triomphe en Algérie. En vérité, le bourrage des urnes a été massif et systématique dans toute l'Algérie. Toute l'Algérie, dans son ensemble, l'opinion publique, était amertumée. Le trucage des élections, la non-application du statut, tout cela avait accumulé tant d'amertume et de colère que le 1er novembre était à l'horizon. 6 ans avant le début de la guerre d'Algérie, Ferhat Abbas tire alors la sonnette d'alarme. Lui qui croyait encore en la France et ses promesses se sont trahis. Au même moment, constatant l'impasse des réformistes, les jeunes du parti de Messali, le rival de Ferhat Abbas, créent une branche clandestine, l'organisation spéciale. Ils se décident à agir plus efficacement que les anciens. Et de 1947 à 1954, cette organisation spéciale va tisser sa toile. Parmi eux, on retrouve Ahmed Ben Bella, revenu de la guerre décoré par De Gaulle et déterminé à agir. Et un jeune intellectuel kabyle de bonne famille, aussi Naït Ahmed. Ils ruent dans les brancards, veulent passer à l'action tout de suite. Mais pour cela, il faut des armes, il faut de l'argent. Naït Ahmed et Ben Bella ont l'idée en 1949 d'un audacieux hold-up à la poste d'Oran. La police française croit d'abord à un coup de Pierrot le Fou, ce criminel dont les exploits défraient alors la chronique en métropole. Quelques mois plus tard, Ben Bella est arrêté à Alger et condamné au terme d'un spectaculaire procès à 8 ans de détention. À Oran, le verdict provoque des grèves et des manifestations devant le tribunal. L'organisation spéciale est désignée. Ses chefs sont pourchassés. Aussi Naït Ahmed, condamné à mort par contumace. Ben Bella, lui, s'évade de prison en 52 et réussit à le rejoindre au Caire. Le Caire. La ville est en effervescence. Un groupe de jeunes officiers vient de renverser le vieux roi Farouk. Parmi eux, un colonel ambitieux, Gamal Abdel Nasser. Il rêve encore plus grand, à une révolution panarabe. Pour Ben Bella,
Nasser est un modèle. Mais quand Ben Bella demande à Nasser des armes et de l'argent, celui-ci, rusé, lui répond « Fais la révolution d'abord, l'aide viendra ensuite ». Je porte un grand souvenir pour Nasser, qui a été extrêmement solidaire avec nous. Il n'y a eu rien qui ne soit fait pour la révolution algérienne, autre que Nasser. Ça, je peux en témoigner, puisque c'est moi qui en ai été chargé. De son côté, Messali, le vieux chef, en détention depuis tant d'années et cette fois en France, répugne à faire couler le sang. Et il est contesté, dans son propre parti, par une droite qui s'embourgeoise et cette jeunesse de l'organisation spéciale qui trépigne de lancer l'insurrection. C'était des luttes fratricides qui dégoûtaient les gens. Et on oubliait l'essentiel, c'est-à-dire la lutte anticolonialiste. Alors même qu'ailleurs, il y avait des choses qui nous poussaient à l'action. Indochine, le 7 mai 1954. Dans la cuvette de Dien Bien Phu, l'Empire français vacille. La deuxième armée du monde se rend. 11 000 soldats français sont faits prisonniers. 8 000 ne reviendront jamais. La terrible et humiliante défaite de l'armée française, après 7 ans d'une guerre contre le Viet Minh, montre au monde entier, et surtout aux nationalistes algériens, qu'elle n'est pas invincible. Dans cette société algérienne à moitié endormie, Dien Bien Phu sonnait comme un coup de tonnerre, un coup de canon. Et il y avait aussi la pression nationaliste en Tunisie et au Maroc se faisait très forte. Il y avait quand même des manifestations, de grosses manifestations à Casablanca, des grosses manifestations à Tunis pour l'indépendance. Pour les jeunes dissidents comme Ben Bella et ses amis, Dien Bien Phu est un déclic. Il faut passer à l'action, sans tarder, comme en Indochine. Une date est choisie pour l'insurrection générale, ce sera le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Nous avions 400 armes, ça ne va pas chercher loin. Cet armement n'a pas pu être distribué partout. Il a fallu donc sacrifier des régions. Il fallait donc songer à tout de suite régler ce problème, et ce n'était pas facile. Parce que nous n'avions qu'une source d'approvisionnement, c'était l'Égypte. L'échéance du 1er novembre approche. Les réunions clandestines se multiplient dans la Casbah. Le plus jeune d'entre eux s'impatiente. Mourad Didouche lance « Il faut allumer la mèche ». Un comité des 9 est établi et bientôt le nom de l'organisation est choisi. FLN, Front de Libération Nationale. Parmi les fondateurs, excepté Ben Bella et Haït Ahmed, qui sont au Caire, il y a Didouche Mourad, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, théoricien de la Révolution. Rabat Bitatl, condamné à mort, clandestin. Mostafa Ben Boulaïd, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, fils de Caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. Avant de se quitter, après l'ultime réunion du 24 octobre, les 6 hommes décident de se photographier pour garder un souvenir de cette heure historique, chez un petit photographe de l'avenue de la Marne à Bab el-Oued. Chacun d'entre eux conserve une épreuve du cliché. Ils se séparent et ne se reverront plus jamais ensemble. L'insouciance est de mise en cet automne 1954. Comme en métropole, on commence à profiter de l'après-guerre et de la société de consommation. C'est l'invention de la jeunesse. Et malgré cette société à 2 vitesses, les Européens d'Algérie croient au futur, au bonheur et au maintien du statut colonial. On vivait comme des lézards au soleil, quoi. Des lézards très heureux. On vivait dans une insouciance incroyable, incroyable.
Nous étions très heureux. Les sorties tous les dimanches, à la plage, la joie de vivre, avec très peu de moyens financiers. Chez moi, on ne parlait pas de politique. On ne pensait qu'aux sorties qu'on allait faire le dimanche, ou à la partie de pêche qu'on allait faire aussi les dimanches matins avec la pêche. Nous étions très ingénus. Et dans la nuit du 31 octobre 1954, tout va basculer. La nuit est douce et les villes vivent à l'espagnol. Qui se préoccupe d'autre chose que de surprise parties, de la dernière coiffure de Sophia Loren ou du dernier match du Racing universitaire d'Alger? Troublé en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. 30 attentats simultanés sont perpétrés. Les violences les plus importantes se situent à l'est de l'Algérie, dans le département de Constantine et dans les Aurès, le foyer de la rébellion. On était avec mes parents à Boussaada, c'est une oasis pas très loin d'Alger où les Algérois allaient faire du désert. Et mon père a reçu un coup de téléphone de son oncle, qui était au gouvernement général, et qui lui a dit qu'il était temps de rentrer. Je comprenais pas très bien pourquoi il fallait rentrer si vite. Mais j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de grave, de très grave. La Kabylie aussi est touchée, avec un bilan lourd. Des attaques de casernes et de gendarmerie ont permis de récupérer des armes. Cela semblait être l'objectif des conjurés. Nous avons choisi le 1er novembre. C'était parce que nous devions attaquer des objectifs militaires et ce jour-là, on accordait une permission à certains militaires et comme nous devions attaquer ces casernes, nous avons choisi ce moment pour avoir le maximum de surprises et le maximum de réussite dans nos actions. Au soir du 1er novembre, les enquêteurs constatent les dégâts, mais aussi les ratés. Certaines bombes ont été défectueuses. À Oran, l'attaque de la caserne a raté. À Alger, les commandos ont fait défection. D'abord, nous ne sommes pas anti-français. On voulait faire un choc psychologique à la population française et lui dire, écoutez, on en a assez, ou on soit vos égaux et par conséquent, on travaille pour l'Algérie, ou alors nous sommes prêts pour l'indépendance, comme le Vietnamien, comme les Marocains et comme les Tunisiens. J'étais pas au courant, mais je dis, ils ont raison, mais c'est un drame. J'avais le sentiment que la colonisation ne cédera à rien. J'ai tenté surtout d'arrêter la guerre. Parce que cette guerre, c'était une guerre, à bien des égards, une guerre civile. Les Européens d'Algérie n'étaient pas tellement éloignés de nous. C'était presque nos compatriotes, nos voisins, presque nos amis. Et alors j'étais déchiré en voyant ces tueries. Mais Sali Hadj, l'exilé, lui non plus n'a pas été tenu au courant de cette insurrection. Il ne désavoue pas ses fils rebelles, mais n'appelle pas, lui, à la poursuite de la lutte armée. Il croit encore à la vertu du politique, plus qu'à la stratégie militaire de ce nouveau FLN. J'avais réalisé ce jour-là que nous venions de déclarer la guerre à la France. J'étais bien à la France avec un grand F. Nous, on a déclaré la guerre à la France, c'était terrible. Au début, ces attentats, je vous dis, j'étais assez isolé finalement. Donc on les prenait pas tellement, ils n'étaient pas tellement une menace. Et on pensait que ça allait se terminer grâce à l'armée, grâce à la présence française, que la France allait pouvoir se faire respecter chez elle. Voilà ce qu'on pensait. À l'époque, au tout début, c'était une guerre qui se pratiquait, si on peut dire, dans les campagnes, en dehors des villes. Donc, si vous étiez dans une ville, vous voyiez rien du tout. Vous aviez une vie complètement normale.
Le 1er novembre 1954, ma petite bande de communistes, j'étais au Parti communiste depuis l'âge de 14 ans, marxiste-léniniste, et ce 1er novembre, nous avons fait la fête. Ce jour-là, les fusils ont pris le pouvoir, ils ne l'ont pas quitté à ce jour. Et au soir de ce 1er novembre, les attentats sont revendiqués en direct du Caire par ce mystérieux front, le Front de Libération Nationale. Et cette organisation inconnue ne propose rien de moins au gouvernement français que d'ouvrir des négociations. À Paris, c'est les mois. Des départements français ont été attaqués. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, réagit fermement. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Mitterrand débarque en Algérie pour reprendre en main la situation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas prêt à négocier. Nous châtierons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur des responsables. Et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Le ministre de l'Intérieur, qui était M. François Mitterrand, est venu pour voir quelles étaient les mesures qui avaient été prises, les apprécier, et donner des consignes, justement, pour poursuivre le combat. Et il y a eu des moyens considérables qui ont été mis à notre disposition. Des groupes de parachutistes puissamment équipés attaquent simultanément le pourtour du massif et progressent vers les douars de l'intérieur, dont certains doivent être conquis de haute lutte. Les premières opérations se soldent par quelques blessés et de nombreux prisonniers, aussitôt évacués vers Batna et Biskra. Dans les villes, la répression policière, elle aussi, est efficace. 2000 arrestations de militants messalistes, alors que son parti n'est pour rien dans cette insurrection. La direction du FLN est neutralisée en partie. Le Benjamin des fils de la Toussaint, Mourad Didouche, qui voulait allumer la mèche, est tué. Mostafa Ben Boulaïd, chef de la zone des Aurès, est arrêté, ainsi que Rabat Bita, le chef de la zone algéroise. Mais pour Pierre Mendès France, le président du Conseil et son ministre François Mitterrand, la seule répression n'est pas une solution. Mendès France, l'homme de la paix en Indochine et bientôt en Tunisie, va alors présenter un plan de réforme d'une ampleur inégalée pour l'Algérie. Il faut donc faire la paix en Afrique du Nord. Si l'on admet que la protection nécessaire des intérêts français sera mieux assurée par un climat de paix et d'amitié que par des prérogatives de domination toujours contestées et toujours combattues, alors n'apparaît aucune difficulté fondamentale, irréductible, je veux dire, aucune difficulté qui ne puisse céder à la volonté et à la bonne foi. Mais ce plan va mécontenter le puissant lobby colonial. Et le parti des grands colons va donner une leçon à Mendès, à Mitterrand, ses bradeurs d'empire. Et dans la nuit du 5 février 1955, un député radical aux ordres du Parti colon d'Alger fait tomber le prometteur gouvernement Mendès France. Monsieur le Président, quelques mots. Je ne cache pas mon émotion, je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. Merci, Monsieur le Président. Une fois encore, le parti des grands colons a fait plier Paris. Le même qui avait combattu le projet Blum-Violette et le libéral statut de 1947. Ce sera de nouveau un rendez-vous manqué dans cette histoire. Au même moment dans les maquis, le FLN continue d'étendre son emprise.
Et en effet, il recrute dans les campagnes, par la conviction nationaliste ou par la terreur. Le FLN, il a été amené à faire participer le peuple. Et là, le peuple est devenu conscient. La plus grande partie du peuple algérien a participé d'une manière ou d'une autre, s'est engagé dans la lutte, et puis même si elle ne s'engageait pas, la répression l'a engagée. Mes oncles sont rentrés dans la guerre, je dirais, de toute façon, enfin, de manière tout à fait naturelle, parce que le peuple algérien était complètement acquis à l'idée de devoir se battre. En tout cas, dans ma famille, voilà, tous les jeunes qui étaient en bonne santé et qui pouvaient aider cette cause et s'engager dans l'armée de libération nationale l'ont fait. On me racontait comment, lorsque ces soldats de l'ALN descendaient dans le village, comment tout le village surveillait leur petit moment de répit où ils pouvaient manger, se réapprovisionner et repartir. Tout le peuple participait à ça. Mon père s'occupait de ramasser de l'argent. De sa place de notable, il pouvait être le lien avec les Moudjahidines. Quand il venait à la ferme, il transmettait la valise, il transmettait l'argent. Donc pour mon père, quand il parlait de cette période, c'était pour la justice. Et mon père, qui était un intellectuel, il n'était pas question de se considérer comme un indigène, comme un sous-citoyen. Si j'avais 20 ans en 54, je serais monté au maquis. On ne part pas au maquis comme ça. Toc, 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 je veux aller au maquis. Ça n'existe pas, ça. Il faut que tu montres que tu es déterminé à y aller. Tu le fais savoir. Et un jour, quelqu'un viendra et te donnera une grenade. Devant lui, il faut que tu la jettes. Et donc, il m'a un peu refroidi. À Alger, les ultras, les Européens les plus durs sont mécontents. Le nouveau gouvernement confirme la nomination faite par Mendes France d'un libéral à la tête de l'Algérie. Jacques Soustelle, un ethnologue et grand résistant. Le temps était frais, l'accueil aussi. Mendes France et Mitterrand avaient une réputation d'ultra-libéraux, si vous voulez, qui se reportaient sur moi. On avait raconté que je m'appelais en réalité Ben Soussan et que j'étais un juif constantinois, enfin toutes sortes d'âneries. Conscient de l'emprise du FLN sur les populations et de l'impasse française jusqu'alors, Jacques Soustelle, le nouveau gouverneur, va innover et tenter de secouer la colonie. La politique d'assimilation, c'est-à-dire qui consistait à prendre les Arabes et les Kabyles, à en faire des Français identiques à des Beaucerons ou à des Marseillais, ça n'existait pas. Mais il était parfaitement possible d'en faire une province au sein de la République française, ce qui impliquait l'égalité des droits et des devoirs. Pour gagner les cœurs et la guerre, Soustelle veut renouer avec les populations locales, rattraper le retard social et scolaire. Et il confie à la résistante et spécialiste des Aurès, Germaine Tillion, une responsabilité sociale importante. J'ai fait à Soustelle un tableau exact, c'est-à-dire dramatique de l'Algérie. Alors je crée les centres sociaux. Mon objectif était de remonter le niveau de vie des gens de la campagne et de donner un métier à tous les enfants que la campagne ne pouvait plus nourrir. Et pour reprendre en main le turbulent massif des Aurès, le nouveau gouverneur crée les sections administratives spécialisées, les SAS, de petites antennes dirigées par des officiers des affaires indigènes. Leur objectif ? Créer, mais un peu tardivement, un lien direct avec cette population rurale isolée. Pendant 50 ans, ils n'ont jamais vu un Européen. Il n'y a pas d'état civil, il n'y a pas de médecin. On ouvre les écoles. Et comme on avait beaucoup d'élèves et qu'on n'avait que 2 classes, on coupait en 4 ou 5 groupes. Avec une seule classe, on faisait 300 élèves. Et on leur a appris à lire, à écrire.
Je parlais avec tout le monde dans les villages. Non, j'étais en très bon terme. L'armée s'est rendue compte qu'il y avait un retard terrible, un décalage énorme entre finalement la situation de ces indigènes et la situation des Français de Sousse en Algérie ou en métropole. D'où l'idée de scolariser, de soigner. On va gagner le cœur de la population par l'instruction, par les soins. Le leadership français réalisait qu'en 120 ans de présence française en Algérie, ce morceau de la République, puisque juridiquement je suis né en France, la République n'avait rien fait. Et même son mythe fondateur sur l'école républicaine gratuite et obligatoire n'avait pas le moindre début de réalisation dans le peuple, dans la population du Djebel. En plus des réformes qu'il souhaite, Jacques Soustelle veut aussi connaître les intentions des mouvements nationalistes. Une démarche inédite de la part de la France. Il envoie discrètement son chef de cabinet militaire rencontrer Ben Boulaïd, un des 6 de la Toussaint Rouge, en prison en Tunisie. C'est le premier contact entre le FLN et un représentant de la France. Ben Boulaïd me dit, il y a une chose qui est un préalable absolu, c'est la libération des détenus de la Toussaint, c'est-à-dire des 2000 qui ont été mis en prison sur simple fiche de police. Et d'autre part, à quoi bon faire couler tant de sang alors qu'on peut désamorcer la bombe en appliquant loyalement le statut de l'Algérie de 1947 et de cesser de dire que l'Algérie c'est la France. À toutes ces conditions, si l'on cesse bien entendu les excès policiers de toute nature, la répression des forces de l'ordre, on pourra arriver à préparer l'avenir dans un certain climat de confiance. Le gouvernement général reçoit avec intérêt ces nouvelles de son émissaire secret. Mais un coup d'arrêt va être porté aux audaces de Soustelle, le libéral. Le véritable tournant, c'était en août 1955, lors de la révolte du Constantinois. Un matin, des masses d'hommes et de femmes, mal armés, fanatisés, se sont rués sur les villes, villages et postes français et ont procédé à de véritables massacres. North Africa is aflame with civil war, which from day to day grows in intensity. Hit and run raids leave villages in flames. Le 20 août 1955, dans la région du Constantinois, le FLN attaque la ville de Philippeville, aujourd'hui Skikda, et massacre les passants. Le chef du FLN, le colonel Zigout Youssef, a un objectif. Refaire l'insurrection du 1er novembre 1954, en plus grand et plus meurtrier encore. Et cette fois, parmi les victimes, de nombreux musulmans, dont le neveu du modéré Ferhat Abbas, comme une menace signée par le FLN, adressée à tous ceux qui contestent la ligne du front. Dans une atmosphère tendue, le port du Constantinois a enterré ses morts. Les 54 cercueils des victimes de la tuerie du 20 août ont reçu l'absoute au milieu du désespoir des familles. Au loin, les mitraillettes claquent encore. J'ai accompagné Jacques Soustelle sur les lieux. C'était vraiment horrible. Des yeux crevés, des femmes éventrées, des gosses brisés, frappés contre des murs. Après les massacres de Philippeville, le libéral Soustelle est bouleversé. Il va changer. Il constate que les nationalistes du FLN ont laissé un message. Outre les morts, c'est la fin de la confiance, de l'espoir et de la paix. Du coup, le libéral va se muer en dur. Terreur contre terreur. Ces massacres d'un côté et les réactions inévitables qui ont eu lieu ont provoqué plusieurs milliers de morts. On parle de 8000 et
ces événements ont beaucoup touché la France. Et c'est la fameuse pacification. On déploie les grands moyens, des dizaines de milliers d'hommes contre quelques milliers de maquisards. Interrogatoires, arrestations, bombardements, incendie des douars rebelles. Il y a eu une extrême violence qui a été exercée contre ce peuple. Faut pas oublier les épisodes du napalm. On leur avait donné un ultimatum et il semblerait que quelques villageois n'aient pas voulu quitter leur village, leur terre. Et l'armée française a bombardé ces villages-là et les a rasés complètement. On prenait des gens qu'on suspectait d'être avec le FLN, on les pendait par les pieds, la tête en l'air, on les faisait souffrir, on les torturait, et leurs cris inondaient les maisons du village. Donc c'était une guerre atroce. L'armée française a tué, a brûlé des villages, a fait de napalm, a fait ça. Mais le FLN aussi. Ça faisait partie de la guerre, et donc on s'est endurci avec ça. On savait que le FLN, c'était le tout violence, 1, le tout ou rien, 2, et qu'il était prêt à se battre pendant des décennies. Après le massacre de Philippeville et sa terrible répression, le FLN choisit de poursuivre ses attaques contre les populations civiles, notamment contre les petits colons des campagnes et les musulmans dits pro-français. Mon père et ma mère et mes 2 frères, nous avons 11 ans, 9 ans et moi 8 ans. Nous sommes dans la voiture et nous rentrons à la ferme, il est 9 h du soir. Là, il y a un barrage et là, nous sommes mitraillés, un feu d'enfer. Mon père est touché immédiatement par les balles et il perd le contrôle de la voiture. Les terroristes, ils ouvrent la porte droite de la voiture où ma mère était et ils l'assassinent avec un coup de fusil, chevrotine en pleine tête. Mon père est égorgé et mon frère me met la main sur la bouche pour pas que je crie. On voit les terroristes qui tournent autour de la voiture, qui ne nous voient pas. Les terroristes s'enfuient et je suis revenu donc vivant après tout ça. Mon père parlait jamais et mon oncle très peu, jusqu'à un jour où à l'enterrement d'un de ses frères, il s'est mis d'un coup et à la stupéfaction de sa famille à parler de façon presque possédé de souvenirs terribles, de cadavres, de corps enjambés, d'images qu'il avait traumatisées et qu'il avait gardées en lui 50 ans. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un attentat, soit on tuait un notable, soit on jetait une grenade. Et la réponse de l'armée était de faire des rafles. Donc s'est installé ce climat de peur, d'attentats, etc., etc. C'était le début de la guerre, de la véritable guerre d'Algérie. On n'a jamais dit le mot guerre, mais c'était la véritable guerre, une guerre impitoyable et malheureusement durable. Le chef FLN du Constantinois, à l'origine des massacres de Philippeville, a réussi son pari. Le sang a séparé les 2 communautés. Comme l'écrit Albert Camus, nous voilà donc dressés les uns contre les autres, voués à nous faire le plus de mal possible, inexpiablement. On dirait que des fous, enflammés de fureur, conscients du mariage forcé, dont ils ne peuvent ni ne veulent se délivrer, ont décidé d'en faire une étreinte mortelle. Même son de cloche chez l'écrivain Mouloud Feraoun. J'ai peur du français, du kabyle, du soldat, du félaga. J'ai peur de moi. La peur de l'autre, désormais va dominer dans cette étrange fin d'année 1955. Devant cet engrenage de la terreur et de la répression militaire, Albert Camus écrit « J'ai mal à l'Algérie, comme d'autres ont mal aux poumons. » Et fin 1955, il va lancer une initiative courageuse
un appel à la trêve civile pour arrêter la répression de l'armée française, d'une part, et les attentats du FLN, d'autre part. Le 22 janvier 1956, la réunion se tient au pied de la Casbah, au Cercle du Progrès. Et c'est dans une salle enfiévrée, encerclée par les ultras de l'Algérie française, que Camus va lancer son appel à la trêve. Il faut choisir son camp, crient les repus de la haine. Ah, je l'ai choisi, j'ai choisi mon pays. J'ai choisi l'Algérie de la justice, où Français et Arabes s'associeront librement. À tous, il faut enfin crier trêve. Trêve du massacre des civils, de part et d'autre. Il n'y a aucune autre solution que celle dont nous parlons. Au-delà d'elle, il n'y a que mort et destruction. Pendant que Camus lisait son texte, sur la place du gouvernement, quelques centaines de contre-manifestants, excités par une presse haineuse, lançaient des slogans et des cris de mort contre Camus. L'utopie de la trêve civile échoue ce soir-là, sous les huées des ultras de l'Algérie française. Albert Camus a perdu son pari de fraternité, d'égalité. La machine à terreur va pouvoir se lancer. Quelques jours plus tard, la tension monte d'un cran. Soustelle est remplacé sur ordre du nouveau gouvernement socialiste de Guy Mollet. Lui qui, un an plus tôt, avait été si froidement accueilli, quitte Alger dans un climat triomphal et insurrectionnel. J'assistais au départ de Soustelle. C'est d'ailleurs là la première fois que j'ai entendu crier une foule Algérie française. Des cris que le nouveau président du Conseil Guy Mollet aurait dû entendre avant de se rendre en Algérie avec un plan de paix sous le bras. Le problème algérien, devenu de première urgence, a amené à Alger le président du Conseil, M. Guy Mollet. Dans Alger, les magasins européens s'étaient fermés en signe de protestation et c'est dans une ambiance fiévreuse que le chef du gouvernement s'est rendu au monument aux morts. À Alger, Guy Mollet, venu reprendre la situation en main, se fait presque lyncher. C'est la fameuse journée des tomates du 6 février 1956 qui va ébranler la République. Des dizaines de milliers de Français d'Algérie se livrent sur le passage de M. Guy Mollet à des actes d'hostilité contre le gouvernement qui oblige l'important service d'ordre mis en place à intervenir vigoureusement. Guy Mollet se réfugie au siège du gouvernement, le palais d'été. C'est atroce, c'est un Golgotha, confiera-t-il. Surtout l'homme de gauche est bouleversé par ces électeurs socialistes d'Alger qui l'ont conspué. Et le ferme Guy Mollet, élu sur un programme de paix en Algérie, cédera devant la rue les ultras et les militaires. En un jour, il changera de politique, passant du dialogue à la poigne de fer. Disons-le, la France joue aujourd'hui son destin. En Afrique du Nord en général, en Algérie en particulier. J'ai voulu que l'Assemblée, le Parlement, nous donne les pouvoirs spéciaux dont nous avons besoin. La journée du 6 février a acculé Guy Mollet, le gouvernement, le régime, à une sorte de capitulation. Alger, ce jour-là, a gagné, et la 4e République était condamnée ou à sauver l'Algérie ou à mourir. Comme elle n'a pas pu gagner la guerre d'Algérie, elle est tombée. Avec les pouvoirs spéciaux votés par l'Assemblée nationale française, Guy Mollet envoie le contingent en Algérie. Dans les années qui suivent, ce sont 1,5 million de jeunes appelés, venus de métropole, qui vont débarquer pour un service militaire porté à 30 mois. Tandis que le FLN, lui, va recruter, se structurer et éliminer ses rivaux pour mener son combat dans les villes. La vraie guerre d'Algérie peut alors commencer.
toutes ces années d'indépendance.